bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle table ronde de ce matin sur comment aller plus vite pour bâtir un réseau de stations hydrogène. J'ai le plaisir d'accueillir un super panel pour parler de ça pour la prochaine heure. Ils s'installent, puis je vais vous les présenter. La table ronde sera exclusivement en français, mais vous pouvez poser des questions en anglais si l'envie vous en prend. Et je vous invite à poser vos questions sur l'application Slido. Donc vous avez un QR code qui va s'afficher dans une seconde. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions et on les traitera à la fin de la table ronde dans les 15 dernières minutes. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. L'idée aujourd'hui est de parler de cette fameuse question du développement de l'infrastructure de stations hydrogène partout en France et en Europe. Et on tentera avec les excellents intervenants et intervenantes qui sont avec moi d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer à la vitesse supérieure, alors que le nombre de stations hydrogène en Europe devrait techniquement, selon les objectifs qui ont été donnés, atteindre 1700 d'ici 2030. Or, pour le moment, on est à 250 aujourd'hui. Allons-nous assez vite? Que faire pour aller plus vite? Voilà les questions qu'on va aborder tous ensemble aujourd'hui. Je vous présente mon panel très brièvement. Nous avons pour commencer Marc Mortureux, qui est directeur général de la plateforme automobile. Nous avons ensuite Echem Nadjar, qui est CEO et cofondateur d'Anywhere. Ils vous présenteront très rapidement leurs entreprises respectives. Erwan Cotard, qui est directeur marché mobilité lourde chez Engie. Nous avons Marie-Cécile Pardon. Alors, vous étiez en lead des projets hydrogène à Enamix et vous êtes maintenant responsable gestion d'actifs hydrogène à Enamix toujours. Julien Etienne, vous êtes Chief Commercial Officer à IVIA, je n'ai pas su traduire ça. Et Bertrand Leroy, vous êtes directeur du segment hydrogène et gaz à TSG Group. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, Marc Mortureux, je l'ai dit, vous préconisiez dans un de vos documents, qui est en phase d'ailleurs avec les objectifs européens, de créer environ 1700 stations hydrogène en France à horizon 2030. Or, aujourd'hui, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on en est à 250 stations. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de mapping de ce qui existe aujourd'hui et comment faire pour accélérer le processus? Bonjour tout le monde. Donc voilà, moi je représente la plateforme automobile. Ce sont à la fois les constructeurs, les équipementiers et puis l'ensemble du tissu industriel. Et on est dans cette profonde transformation vers l'électrification, l'électromobilité, qui est d'ailleurs maintenant quelque chose, processus irréversible, qui est engagé, puis on n'a pas le choix, c'est la partie CO2. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a à la fois la solution batterie et puis la solution hydrogène, donc comme deux types de véhicules dits zéro émission à l'usage, bon, sachant qu'il peut y avoir quelques autres solutions, mais en tout cas, très clairement, on va fortement vers ça. Alors, vous citez des chiffres qui sont plutôt au niveau européen, pas au niveau France, au niveau européen. Bon, globalement, moi, le message très clair qu'on a, c'est qu'on a absolument besoin aujourd'hui de développer en même temps la solution batterie et la solution hydrogène. Il y a des petites musiques qui disent on commence par les batteries, puis ensuite on verra au-delà de 2030. Pour nous, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que d'abord, la solution unique électrique à batterie, on sait très bien les difficultés que ça peut représenter, notamment à cause simplement les matériaux stratégiques et les difficultés qu'on aura. Et puis tout simplement aussi parce que pour certains segments, la batterie, ça va représenter des masses absolument considérables pour de la mobilité lourde, pour les VUL, je dirais plutôt la tranche haute, pour lequel on a absolument besoin, et de façon complémentaire, des solutions à hydrogène. On a une grande dynamique qui a été engagée depuis plusieurs années, avec aussi bien côté des acteurs privés, côté filière automobile, on a des acteurs, des grands équipementiers qui sont beaucoup investis, les constructeurs qui au début étaient un peu réticents, qui aujourd'hui sont à fond sur un certain nombre de segments, notamment VUL. Donc l'outil aujourd'hui se développe, les usines, réservoirs hydrogène, piles à combustible, etc. La dynamique est bien engagée, les pouvoirs publics avaient lancé quand même beaucoup d'aides et d'investissements. Donc il y a quand même une progression. Là, effectivement, vous dites 250 stations, ces 2 dernières années, ça a progressé quand même. Aujourd'hui, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on voit bien qu'on est rentré dans une période d'une certaine tension avec la crise de l'énergie sur la disponibilité de l'hydrogène, enfin de l'électricité d'abord, et donc derrière fabrication d'hydrogène. Et on entend une petite musique qui dit l'hydrogène qu'on va pouvoir produire, on va d'abord la mettre sur la décarbonation des process. Pour nous, c'est fondamental de garder une part de production de l'hydrogène pour la mobilité. Il y a tout un écosystème à développer.
Nous, on considère comme indispensable que les pouvoirs publics nous aident aussi pour subventionner au démarrage les ventes aussi de véhicules VUL à hydrogène, véhicules lourds à hydrogène, des usages intensifs. Sinon, ça ne décollera pas. Or, on en a vraiment besoin. Donc, je dirais que la question d'accélérer les stations, ça se prend dans un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un discours cohérent, un discours qui intègre bien l'ensemble des choses, parce qu'on est typiquement dans les sujets d'œufs et de poules, et que pour nous, il faut absolument qu'on rassure sur le fait qu'on est bien conscient des difficultés de l'équation globale, mais en plus, ce qu'on pense, c'est que pour le marché de l'hydrogène, d'avoir une partie de la consommation qui correspond à des usages type mobilité assez réguliers, qui vont se développer progressivement, ce n'est pas inintéressant pour consolider ce marché par rapport aux grosses demandes qui vont arriver progressivement pour la décarbonation d'un certain nombre de grands sites. Donc voilà, moi, je pense que d'autres personnes dans le panel seront mieux placées pour donner de façon très concrète les éléments pour débloquer un certain nombre de projets d'installation de bandes de recharge. Le 1700, c'est-à-dire pour nous, il y a la réglementation AFIR, donc européenne. Donc déjà pour nous, le premier message, c'est commençons dès à présent à mettre en place les stations tous les 200 km sur les grands axes, plus dans un certain nombre de hubs. N'attendons pas, le dernier moment, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on voit bien qu'il faut qu'il y ait un minimum d'infrastructures globales pour que ça puisse se développer. Donc faisons-le maintenant. Et puis, voilà, derrière, sachez en tout cas que les industriels sont là pour effectivement développer l'offre, et que si on arrive effectivement à créer les conditions, c'est véritablement un élément qui pour nous est important par rapport à tous les débats de souveraineté aussi. On a absolument besoin de développer, et encore une fois, personne ne peut complètement dire aujourd'hui quelle sera exactement la proportion. C'est pour ça que moi, je ne vais pas aller sur des guerres de chiffres sur exactement quel va être le nombre. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut foncer. Il faut y aller vite. Voilà. Ok, il faut foncer. Voilà le maître mot que vous partagez avec nous, Marc. On va rentrer dans le détail de certains projets très spécifiques, mais juste avant ça, j'aimerais qu'on se penche sur la question américaine avec vous, Hichem, puisqu'il semblerait que les Américains soient particulièrement plus avancés, et vous qui connaissez bien le marché, notamment le marché californien, qu'est-ce qu'on peut apprendre du marché américain pour informer la manière dont on fait les choses en Europe? Oui, merci de m'avoir invité à discuter, échanger avec vous, ou en tout cas débattre. Effectivement, on l'a vu là sur la carte, moi j'adorais cette carte qui était présentée. Alors, on voit un trou noir, un trou noir en France, ou en tout cas en Europe du Sud, sur l'infrastructure. Et en fait, on peut faire l'analogie entre l'Allemagne et les États-Unis. La grosse différence entre ces deux pays, enfin entre la Californie, l'Allemagne et le reste du monde, c'est que dans ces pays, ils ont bossé ensemble. Ils se sont associés. En Allemagne, on a monté H2 Mobilité Germany, on a mis l'infrastructure dans le cadre, on a créé l'infrastructure dans le cadre d'une joint venture avec les différents énergéticiens, les constructeurs comme Toyota et autres, et les gaziers. Ensemble, ils se sont mis ensemble pour monter cette société commune. Et en Californie, on a fait la même chose. Et je parle en fait, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Hichem Nadjar, je suis cofondateur et président d'Anywhere. Et on fait des petites stations à hydrogène autonomes et compactes. Et pourquoi on a créé cette société? C'est parce que c'est parti du constat et de mon expérience de développeur de stations, puisqu'avant j'étais chez Shell pendant 15 ans et j'ai développé l'infrastructure hydrogène en Californie et en Europe. En Californie, en particulier sur la baie de San Francisco, j'ai déployé toutes les stations Shell autour de San Francisco et les grosses stations poids lourds, donc les premières stations poids lourds mondiales d'une tonne jour sur Long Beach, sur Ontario et sur Wilmington. Donc les premières stations pour les camions de Packard et de Toyota. Et c'est sur cette expérience-là, sur la base de cette expérience-là, que j'ai créé Anywhere pour justement résoudre ce problème de comment monter une infrastructure alors que la demande est limitée, que le CAPEX est très cher, que les équipements ne sont pas encore matures, que les protocoles de refueling station poids lourd n'existent pas encore, etc. etc. Mais pour revenir à mon expérience sur les États-Unis et la différence entre États-Unis et Europe, et pourquoi ça a marché aux États-Unis, c'est qu'à chaque fois, on avait une recette gagnante. C'était énergéticien, OEM, donc OEM, Toyota, Hyundai et autres, et le gouvernement, on se mettait tous les trois et on partageait
un tiers, un tiers, un tiers. Et on y allait comme ça. Qu'est-ce qui explique que ça ne se passe pas en France comme ça a pu se passer par exemple en Allemagne? Ça, c'est une très bonne question. Si je le savais, j'aurais peut-être déjà essayé de le résoudre. Mais en tout cas, voilà. Je peux vous dire que j'essaye, en tout cas, d'essayer de monter des coalitions, des consortiums pour justement un peu résoudre ce problème. J'ai pas la réponse. Après, si, j'ai peut-être une réponse, mais je peux pas trop la dire. Mais allez-y, allez-y. Non, mais en fait, il y a beaucoup de guerres de baronnie. Beaucoup de sociétés, de grands groupes veulent y aller, mais ne veulent pas y aller ensemble. Voilà. Le marché est trop petit. Et nous, quand on était chez Shell, la différence était il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas de concurrent. Donc on y va, c'est pas grave, on s'associe. Et quand il y aura un marché, on pourra se faire la guerre, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de marché, allons-y. Ok. Voilà. Merci Hichem. Je vais me tourner maintenant vers Erwan parce qu'après la description, disons, réaliste que nous a fait Hichem, il est bon de se tourner vers les success stories françaises. Et Erwan, si j'ai bien compris, donc vous avez travaillé sur la première station hydrogène française dédiée aux bus en France avec Engie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà nous faire une sorte de retour opérationnel sur ce projet-là, et qu'est-ce que ça peut dire de comment est-ce qu'on va plus vite, en fait? Comment est-ce que ça informe notre développement à l'avenir? Oui, merci. Effectivement, nous, on a un retour opérationnel sur plusieurs stations, avec les premières stations dédiées aux bus en France. Donc c'est 2019, avec des décisions politiques locales, pour le coup, qui ont été prises vers 2017, et pour une position assez courageuse, sur Houdain et aussi sur Pau, qui est peut-être un exemple un petit peu plus connu sur lequel je pourrais revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, plutôt que de développer des consortiums au niveau national, ce qui fonctionne bien dans notre expérience, c'est des consortiums au niveau local, voire régional, avec en fait des collectivités locales qui sont extrêmement impliquées et qui souvent donnent les bons signaux, tirent le marché et donnent les signaux aux acteurs privés que nous sommes pour se lancer sur le marché. Ensuite, on agglomère avec des industriels. Il y a l'exemple de Michelin, par exemple, avec lequel on travaille beaucoup. Et effectivement, les constructeurs, les OEM, avec lesquels on peut travailler sur différentes mobilités. Mais pour donner un exemple, on peut monter des partenariats avec des constructeurs de véhicules utilitaires légers comme Stellantis pour les aider dans le déploiement. Donc en fait, effectivement, déjà mettre tous les acteurs autour de la table dans des logiques de consortium, de groupement d'intérêt économique, c'est des choses qui fonctionnent au moins en local. Après, je ne me prononce pas sur le national, mais au moins en local, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Les premiers modèles de stations qu'on a mis en œuvre étaient sur des logiques un peu plus classiques de contrats d'installation avec exploitation derrière. C'est des contrats de 15 ans, parce qu'on a besoin de visibilité dans la durée. Maintenant, donc, on est sur des modèles un peu différents, mais en tout cas, ce modèle-là fonctionne aussi. Et sur l'exemple de Pau, ce qui est intéressant aussi en termes de retour très opérationnel, c'est que les conducteurs de bus, on n'en parle pas toujours, mais les conducteurs de bus sont extrêmement fiers d'avoir des matériels roulants neufs qui fonctionnent parfaitement et il n'y a aucune réticence. C'était une des choses qu'on pouvait nous remonter, une espèce de crainte, mais en fait, aucune réticence, bien au contraire. Après, localement, intéressant aussi, donc depuis 2019, on est à 1 million de kilomètres parcourus avec des bus à hydrogène sur Pau. Donc voilà, c'est un chiffre qui n'est pas forcément très connu, mais en tout cas, ça fonctionne. Le client est satisfait, les utilisateurs aussi, les usagers aussi, avec des taux de disponibilité des bus qui sont un peu en dessous de 90%, donc ils sont quand même assez satisfaisants. C'est 6 bus qui fonctionnent en permanence, avec 2 en réserve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a effectivement, nous, une logique purement hydrogène vert. Donc c'est une particularité du groupe Engie, c'est que, et on était bien placé dans les Pyrénées avec des barrages juste à côté, on souhaite se développer uniquement sur la partie produite par électrolyse à partir d'électricité verte. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi d'embarquer tous les acteurs localement. Très bien. Et pour continuer sur cette lancée, Marie-Cécile, je me tourne vers vous, parce que d'une certaine manière, vous êtes en train, avec Enamix, vous êtes en train de créer ce fameux réseau dont on est en train de parler. Il y a 5 stations
une déjà active depuis 2021, une deuxième qui se finalise à Belfort d'ailleurs, et 3 autres qui vont voir le jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce que ce fameux réseau de stations, en fait, il commence déjà à exister, selon vous? Bonjour à tous. Donc, peut-être pour représenter Dynamics, donc nous, on est une filiale du groupe EDF. On est dédié à la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, donc de l'hydrogène bas carbone, vert. Et on a un modèle de production et distribution sur site, au plus près des usages. On est vraiment présent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va développer les projets, on va chercher les financements, on va les construire, les exploiter. Donc vraiment, et on va le voir, c'est important par la suite. Alors, effectivement, vous évoquiez le fait qu'on a des succès, enfin, on va les appeler comme ça, hein. Et aujourd'hui, on a une station qui a été mise en service à Auxerre et qui est en fonctionnement depuis 2021. On a une station qui est en construction juste à côté d'ici, à Belfort, hein, avec une mise en service qui doit arriver très prochainement. Et on a pris dans les 6 derniers mois 3 décisions d'investissement pour des stations de production et distribution d'hydrogène en France, qui sont à Dunkerque, à Châtenay-Malabry en région parisienne et à Cannes, sur Cannes, avec du coup des mises en service prévues entre 2024 et 2025 pour ces 3 dernières stations. Donc, je pense qu'on commence vraiment à avoir cette notion de réseau de stations. Tout à l'heure, Marc, vous évoquiez l'importance d'avoir un écosystème et de travailler les usages et l'infrastructure en même temps. Et en fait, c'est exactement la logique qu'on a, et c'est, je pense, qui explique le succès. En fait, notre logique, c'est on va avoir des responsables territoriaux qui sont très implantés dans les territoires, qui vont identifier plusieurs usages, les agglomérer, les fédérer, de manière à massifier pour pouvoir atteindre une taille critique, ce qui permet du coup de développer une station de production d'hydrogène et donc de baisser les coûts, ce qui est évidemment hyper clé, enfin très clé dans la suite. Si je vous donne un exemple, par exemple, sur Belfort, donc la station qui est en construction à côté d'ici, on est sur une station avec une phase 1 qui est dédiée à une production d'hydrogène pour des bus, donc les 7 premiers bus de l'agglomération que vous voyez d'ailleurs déjà circuler, hein, et également pour des usages industriels, puisqu'il y a des industriels qui sont intéressés par notre production d'hydrogène et donc qui utiliseront la production d'hydrogène de la station. L'autre point, c'est, je viens d'employer le terme phase. En fait, pour nous, c'est clé dans le développement. Le développement, on va le faire progressivement en accompagnant l'arrivée des usages. Je reprends l'exemple de Belfort. Belfort, aujourd'hui, l'agglomération a mis 7 bus. Ils sont en train de se dire, on va en rajouter 20. En fait, ça, on le savait dès le début, parce qu'on a travaillé avec eux, on est vraiment proche de notre client. Et donc, comme on sait qu'il y a 20 bus supplémentaires, dans la conception de la station dès le début, on a imaginé de pouvoir rajouter une phase 2. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec l'arrivée de ces 20 bus supplémentaires, avec la position de la station qui est à proximité des grands axes routiers, en fait, on va accroître sa taille en termes de production et de capacité de distribution. Et ça, on l'a pensé dès le début. Donc, on a vraiment cette notion d'écosystème, enfin, c'est pour ça que je réponds vraiment à Marc, et de cette notion de il faut développer l'usage et l'infrastructure en même temps. Et je développerai un deuxième axe pour les facteurs du succès. Je pense que le retour d'expérience et toutes nos compétences techniques qu'on a acquis depuis quelques années avec ces premiers succès nous permet d'accélérer. Je viens de dire qu'on a pris 3 décisions d'investissement en 6 mois. C'est aussi lié au fait que, en fait, techniquement, aujourd'hui, on est un acteur qui est crédible. Les gens ont confiance en nous parce qu'ils voient qu'on a mis en service des stations. Et on est également beaucoup plus performant, du coup, dans nos processus techniques. Voilà. Donc, si je devais citer 2 facteurs de succès, probablement ceux-là que je citerais. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, d'ailleurs Erwan en parlait juste avant vous, est-ce qu'on est contraint aujourd'hui de dépendre de la commande publique et des agglomérations pour lancer ces projets-là? Ou est-ce que des transporteurs se tournent directement vers vous pour lancer la conversation? Alors c'est une excellente question. Effectivement, les premiers projets qui sortent, on les voit avec un centre du cercle. Enfin, voilà, c'est vraiment cette notion d'écosystème, un centre du cercle qui est porté par un usage bus, benne à ordures ménagères. Ce qui est intéressant, c'est que dans les projets suivants, donc au-delà des 5 que je mentionnais tout à l'heure,
on voit arriver un centre du cercle qui va être des bateaux, des usages purs industriels, ou alors des transporteurs privés. Alors, transport privé, ça commence. Enfin, vraiment, nous, c'est notre nouveau cheval de bataille, on va dire. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il est essentiel de parler avec les transporteurs, mais aussi et surtout, en fait, les chargeurs, c'est-à-dire ceux qui vont, entre guillemets, être donneurs d'ordre auprès de ces transporteurs hydrogène. Très bien. Julien, je vous voyais acquiescer. Est-ce que vous pouvez rebondir un peu sur ce que disait Marie-Cécile? Et puis, de manière plus large, comment est-ce que l'accompagnement public, que ce soit en termes réglementaires, que ce soit en termes de financement, est là au rendez-vous pour soutenir la croissance de ces infrastructures? Oui, tout à fait. Alors, j'acquiesçais, j'opinais du chef beaucoup, et d'ailleurs pas seulement suite à la dernière intervention. Je pense qu'on a tous... On a tous une vision qui tourne autour des mêmes pivots. Quelques mots sur IVIA. Tout d'abord, IVIA, c'est une co-entreprise entre le groupe Renault et la société Plug Power. Le groupe Renault, je pense que tout le monde le connaît. La société Plug Power, c'est un leader de l'hydrogène, non seulement sur les applications de piles à combustible, mais aussi sur la production d'hydrogène vert, avec notamment des investissements massifs en Europe pour produire plusieurs centaines de tonnes d'hydrogène vert à l'horizon 2025-2027. La mission d'IVIA, au final, c'est d'amener un écosystème complet. Ce n'est pas juste de produire des véhicules à hydrogène, c'est d'amener sur le marché un écosystème complet, des véhicules SWAT, avec des solutions de maintenance, mais aussi un approvisionnement en hydrogène et des solutions de distribution, avec des stations qu'on sait déployer, et des plus petites stations assez alignées avec celles dont Hichem nous parlait tout à l'heure. Très clairement, et j'arriverai à votre question, clairement, le déploiement d'écosystèmes, le déploiement progressif d'écosystèmes, la nécessité de traiter en même temps les usages et l'infrastructure sont clés. Notre vision, c'est que dans ce déploiement progressif, on doit avoir la capacité de mailler le territoire de manière assez fine. Et pour pouvoir le faire, on doit créer des petits écosystèmes avec des infrastructures qui sont dans un premier temps plus petites, mais qui nous permettent d'amorcer la dynamique avec une unité géographique. On peut parler de mettre quelques dizaines de véhicules avec une petite station au milieu, l'équivalent du puits auquel tout le monde vient tirer son eau dans une petite communauté. Et on voit que le fait de commencer petit, mais de commencer à mailler fin dès maintenant, nous permet d'amorcer cette dynamique. Ça nous permet de ne pas se limiter aux grands axes, ça nous permet d'aller se placer dans les villes, là où pour de la mobilité urbaine, de la mobilité utilitaire légère, on a des usages, là où on a des zones à faible émission, là où on a les usages de last mile, de logistique de proximité. Il faut absolument qu'on traite ces usages en parallèle de la mobilité poids lourd, de manière à déployer largement l'hydrogène. Ça veut dire qu'on se met en position de déployer des petites stations rapidement, de manière à avoir une équation économique qui fasse sens. Et c'est là qu'on a besoin, toujours aujourd'hui, du support des pouvoirs publics, des autorités. D'un point de vue économique, bien évidemment, on est toujours en phase de déploiement et il faut qu'on ait des solutions, il faut qu'on puisse monter des projets qui nous donnent la possibilité de déployer ces objets qui représentent un investissement assez lourd au départ et ne pas, on va dire, ne pas rendre l'équation économique pour nos utilisateurs absolument inaudible. Donc on a besoin non seulement, et en parallèle du déploiement des grosses stations, on a besoin d'une approche qui nous permet de déployer des petites stations et de déployer un maillage plus fin. Et d'un point de vue de standardisation et de régulation, nous, notre approche, c'est de pouvoir poser des stations très rapidement dans un endroit et de les laisser
pendant une phase de transition jusqu'à ce que, on va dire, un plus gros réseau se déploie, de les laisser 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, si on laisse une station dans un lieu pendant 1 an, il ne faut pas que ça nous prenne 2 ans pour avoir le permitting. Bien évidemment, on doit garder des standards de sécurité qui sont absolument sans concession, mais il nous faut travailler avec les autorités pour fluidifier et pour rendre ce process plus rapide, de manière à ce que le déploiement de ces réseaux fins, de ce maillage fin, se fasse de manière plus souple, plus flexible et plus immédiate. Très bien, merci. Je vais me tourner vers vous, Bertrand. Echem, vous vouliez réagir rapidement? J'avais juste une petite réaction. Allez-y. En fait, moi, je retiens 2 mots dans tout ce qui a été dit, c'est réseau et rapidité. On ne peut pas monter une infrastructure sans penser en réseau. Donc monter des projets pour des bus dans une communauté isolée, c'est sympa, c'est bien. Financièrement, on peut peut-être... Mais ça n'a aucun sens au niveau réseau. Une station bus, ce n'est pas une station poids lourd. Ce n'est pas une station 700 bars. Ça ne fait pas partie d'un réseau. Donc quand je montais moi, mes projets de station, pendant 1 an, j'avais une personne qui regardait toutes les stations Shell et qui me disait cette station, oui, elle peut accueillir l'hydrogène, non, oui, non, et pourquoi il faut mettre ce réseau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on a un plan avec des phases, mais en tout cas, si on ne pense pas réseau, on n'ira pas vite. Après, effectivement, il y a des tactiques pour réduire le coût en allant sur des écosystèmes où il y a déjà de la demande et autres. Mais en tout cas, si on veut atteindre nos objectifs, il faut penser tout de suite réseau. Il faut arrêter de parler des écosystèmes territoriaux, de monter un petit projet qui va prendre 4 ans à être mis en place, 2 ans pour attendre les subventions, 2 ans pour attendre les permis. Ça, c'est la catastrophe. Dans 4 ans, on n'aura rien fait. Et qui dit réseau, dit rapidité, dit renforcement du réseau, dit plus de rapidité, voilà. etc. Donc, mais ça veut aussi dire partager le risque. Ça veut aussi dire bossons ensemble. Un réseau, ça ne se monte pas tout seul. Très bien. Merci. Je me tourne vers Bertrand, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur l'application Slido. Le QR code va s'afficher. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir face aux commentaires que vous avez entendus jusque-là. Bertrand, pour revenir un petit peu pour faire peut-être même la synthèse de ce qui a été dit par les derniers intervenants, l'Agence internationale de l'énergie, dans un rapport qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines, soulignait le problème des coûts particulièrement élevés dès qu'on parle d'infrastructures stations hydrogène, qui met de facto à mal la croissance du secteur. Vous, quand vous travaillez avec vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les urgences auxquelles vous devez répondre? Alors nous, pour notre part, TSG, on a plutôt une contribution de l'ombre, puisque TSG, c'est 7000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'installation et la maintenance des équipements. On parle rapidité, on parle développement, on parle CAPEX, il y a OPEX, et il y a, qui représente 6 à 10%, voilà, et il y a fiabilité. Une station, c'est bien, si elle est fermée, celle d'après, elle est à 200 km, et encore en 2030 ou 2040. Aujourd'hui, nous, on entretient 40% des 120 000 stations fuel traditionnelles, on vient de l'ancien monde, mais depuis 2016, on a opéré cette transformation vers les nouvelles mobilités, et on voit un déploiement énorme dans notre chiffre d'affaires qui a doublé en 6 ans sur les activités électriques, sur les activités solaires, également sur le gaz, où on s'est positionné dès 2018 sur le GNC, sur le GNL, avec la mise en place de structures, et surtout la mise en place d'un service maintenance dédié avec des contraintes fortes de SLA, parce que, encore une fois, quand la station est en panne, celle d'après, elle est trop loin pour le bus qui doit aller ramasser les enfants, pour le poids lourd qui doit aller livrer ses denrées périssables. Donc c'est véritablement d'avoir des collaborateurs à proximité. Et une station, pour qu'elle soit servie en 24/7 et qu'on puisse être sur place en moins de 3 heures, c'est 5 collaborateurs dans moins de 80 km. Donc oui, j'entends CAPEX, projet, et on a besoin de ça, et on a besoin de ces leaders pour créer des stations. On a besoin des constructeurs avec qui nous, on monte des partenariats pour se former, pour être en mesure d'apporter les bonnes réponses et les bons diagnostics sur les stations avec la bonne pièce qui va bien, et être rapide dans l'intervention. Mais on a besoin, comme le disait Echem, c'est de mutualiser ces compétences-là, de faire en sorte qu'on puisse intervenir pour tel constructeur, mais aussi pour tel autre, et que ces informations-là puissent circuler. Nous, on a une approche agnostique, donc on souhaite adresser le maximum de stations pour avoir le plus de retours d'expertise en termes d'exploitation de la station.
Et j'entends quelque chose dont on n'a pas forcément parlé dans votre témoignage, qui est celui des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'avancer sur la question des compétences? Comment est-ce qu'on fait pour introduire de futurs travailleurs au monde de l'hydrogène? C'est une bonne question. Attirer les talents, c'est effectivement un sujet. La force qu'on a, c'est qu'on part, nous, d'un vivier de techniciens qui connaissent l'environnement et la dangerosité de la station, mais le fuel, les contrôles sur les cuves. On fait depuis des décennies du GPL. Alors, toutes choses égales par ailleurs, on n'est pas sur les mêmes niveaux de risque, mais on les a fait monter en compétences sur ces sujets-là. On a adressé ensuite l'approche GNL, moins 160 degrés, des conduites sous vide, le GNC, 200, 250 bars. Voilà. Et donc, cette expertise des appareils sous pression, aujourd'hui, on la met au service, on la partage avec les partenaires avec lesquels on travaille, McPhy, Resato, les différents constructeurs de stations, pour contribuer nous aussi, avec ce retour d'expérience, à faire en sorte que la station soit plus fiable, l'installation se passe mieux et qu'on soit plus efficace sur les opérations de maintenance qui, encore une fois, sont essentielles et représentent aujourd'hui un coût trop élevé. Je voyais encore hier les stations, j'aime parler des stations en Californie, qui sont arrêtées pour certaines parce que la molécule n'est pas disponible, dont acte, et nous on ne sait pas agir là-dessus. Par contre, beaucoup aussi pour des problèmes de panne, et il suffit d'accéder au réseau de présentation des stations pour voir qu'elles sont arrêtées et qu'elles seront redémarrées sous une semaine ou 10 jours. Pour quelqu'un qui a un véhicule, je vous passe les détails de l'envie de racheter une énergie fossile ou voire électrique plus facile. Donc il faut à tout prix qu'on fiabilise, qu'on mutualise et qu'on ait cette approche de taux de disponibilité important pour la filière. Sur la question des compétences, je me tourne peut-être vers vous, Marie-Cécile. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien avec vos nouvelles stations? Si je réfléchis, que je donne quelques chiffres, moi quand je suis arrivée chez Dynamics en 2020, on était 19. Aujourd'hui, on est plus de 100. On fait x2, x3 chaque année. Donc on a effectivement un réel enjeu sur les compétences, sur les formations. Et donc enfin, oui, on a besoin de formation hydrogène. Alors je crois que notamment la région Bourgogne-Franche-Comté a bien identifié le sujet et se dote justement de formation H2, mais ça me semble clé pour le développement de nos futures stations, pour les techniciens de maintenance que vous mentionnez. Nous aussi, on a identifié le sujet de l'exploitation comme clé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est présent sur toute la chaîne et que l'exploitation et maintenance des stations est une partie évidente en fait, de la chaîne de valeur qu'il faut adresser, très clairement. D'accord. Marc, allez-y, je vous en prie. Oui, peut-être sur ce sujet qui est absolument central, les compétences globalement d'ailleurs pour la filière automobile, et qui va être un des grands axes de notre nouveau contrat de filière là qu'on est en train de finaliser. Clairement, on est dans une problématique où à la fois on a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître de par la baisse du thermique, et de l'autre côté, on a un vrai enjeu d'attractivité des compétences. Donc on a effectivement toute une problématique à anticiper ces évolutions en proposant des formations adaptées sur les nouvelles chaînes de valeur, dont l'hydrogène. Et on a dans le cadre des AMI CMA, c'est-à-dire les grandes procédures France 2030, et plusieurs grands projets structurants pour effectivement former des personnes sur les nouveaux métiers de l'hydrogène. Alors nous, on va être plus sur le côté industriel. Il y a évidemment tout le domaine des services également qui est important. Donc ça, c'est central. Voilà. Moi, ce que je voulais peut-être aussi rebondir, c'est l'urgence, disons le timing, effectivement. Moi, je trouve qu'il est absolument fondamental. Il a été souligné plusieurs fois. On s'est mis dans une trajectoire et on n'a pas le choix. C'est le Green Deal, qui est incroyablement rapide. Et on voit que tout s'accélère. Et c'est vrai que quand on compare aux États-Unis de façon plus globale, quand on voit les dispositifs de l'IRA américain, on a le sentiment, même si on ne met pas forcément beaucoup plus d'argent sur la table in fine, mais ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est quand même un grand sujet qu'on a aujourd'hui pour nous. Après, l'autre élément que je voulais également souligner, c'est que donc, nous, les véhicules hydrogène, ça va être quand même pour pas mal des publics professionnels, les VUL, et voilà. Et ils raisonnent en TCO, en Total Cost of Ownership. Et c'est vrai qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voit circuler des estimations de coûts très variables, qui évoluent pas mal. Et c'est vrai que pour faire des investissements, on a besoin d'un
petit peu de sécurité et pas trop d'incertitude. Donc c'est vraiment aussi des éléments pour nous qui sont importants. Encore une fois, pour nous, c'est absolument critique et maintenant de commencer à développer. Donc j'entends les différentes approches, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir ça. Et puis peut-être troisième chose, on a évoqué le sujet de la sécurité. Je pense que pour le coup, oui, il faut aller vite, mais malgré tout, c'est clair que nous, faut pas baisser les standards sur la sécurité parce que bon voilà, il y a des enjeux qui sont évidemment très importants. On est bien conscient que si on était confronté au moindre pépin un peu spectaculaire, ça peut tout remettre en cause. Donc c'est vraiment fondamental de prendre en compte la sécurité et ça, on est prêt évidemment pleinement à l'intégrer. Bien sûr. Et Shem, je sais que ça vous démange. Ouais, j'ai juste deux petits points. Le premier concernant les compétences. Donc notre boîte a été créée fin 2021. Aujourd'hui, on est une vingtaine. Donc c'est une croissance très rapide. Mais autour de nous, il y a peut-être entre 100 et 200 sous-traitants qui bossent avec nous. Donc effectivement, les compétences, faut les trouver. Mais il ne faut pas juste se limiter à l'hydrogène. Aujourd'hui, les compétences, c'est quoi? C'est l'électronique, c'est l'électricité, c'est de la safety, c'est du contrôle commande, c'est des soudeurs. En fait, c'est des compétences qu'on a. En plus, dans un pays où il y a du nucléaire, ces compétences, elles existent. Il faut juste aller les chercher. Et ce n'est pas forcément des compétences, il ne faut pas aller chercher forcément des compétences hydrogène. Et souvent, c'est même plus profitable d'aller chercher des compétences dans d'autres secteurs pour apprendre. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ouais. Sachant que tout le monde se bat pour récupérer les mêmes types de compétences, parce que le nucléaire va embaucher de façon considérable, et c'est une des difficultés. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans les Hauts-de-France aujourd'hui, où il y a une grosse concentration de grands projets, à Dunkerque, les gigafactories, où tout le monde cherche un peu à se piquer les compétences, et ça, c'est pas bon, parce que ça crée un peu d'instabilité. C'est pas bon. Et le dernier point que je voulais soulever aussi, c'est quand on parle d'infrastructure, on ne parle pas juste de station. Effectivement, il y a la maintenance, il y a la supply de l'hydrogène. La supply, on a vu les deux points soulevés, supply et maintenance, c'est sorti dans la presse, dans les news il y a 2 semaines. Et 2 points critiques, Everfuel dans les pays nordiques qui dit ça coûte trop cher de maintenir mes stations et en plus j'ai plus de supply parce que mes cylindres hexagones sont fuyards. Donc en fait à Copenhague il y a 200 taxis d'hydrogène qui sont à l'arrêt depuis cet été. On fait quoi? Donc l'hydrogène, la supply chain, c'est important. En Californie, j'ai eu le cas, une tempête en Floride, plus d'hydrogène en Californie, comprenne qui peut. Mais voilà. Et la maintenance, c'est critique. Aujourd'hui, la plupart des matériaux, aujourd'hui on parle de 700 bars, c'est pas rien. Les équipements ne sont pas encore super fiables, donc ça coûte très cher à maintenir. Au niveau safety, il faut être à 0 concession. 0 concession. Voilà. Donc quand on pense infra, c'est pas juste une station qu'on pose avec 3 bus ou 5 bus, c'est toute la supply chain qu'il faut mettre derrière. Toute la maintenance, le génie civil, les raccords électriques, etc., etc. Et pour vous avez donné l'exemple de Everfuel, il y a une question qui vient de tomber, il y a beaucoup de questions qui viennent de tomber, donc je vais me tourner vers elle. Alors la question est en anglais. How is or will the hydrogen transport? How will the hydrogen be transported through to hydrogen refueling stations? Is it through liquid H2 trucks, gas pressurized trucks, and if gas is at 200, 350, 500 bar, or est-ce qu'on les importe pas du tout et on les produit sur place? Okay, I'm gonna respond to this one. Okay. Just to start. Okay, today we are talking 700 bar. Okay, most of the OEMs have selected this route. Maybe the buses and the garbage trucks will go for 350 bar, but the route is 700 bar. Now the question is the supply chain to the station. How are you going to transport hydrogen from the production site to the station? Personally, with my company, I've decided to stop that and to produce on-site because I had this constraint. When you talk about a hydrogen truck station of 2 tons per day, you need 7 trailers per day. 7 trailers per day to come and to drop and swap. It's too complex, too expensive, too complex. So personally, I prefer to have an on-site production, green, decentralized, rather than centralized. Of course, when the demand will be there, when the supply chain will be there, pipes, higher capacity trailers, this will change.
but today there is no option. Peut-être me tourner vers... Vous voulez répondre? Vous voulez répondre? Allez-y. Yeah, just a quick additional point. I think we're going to see from 2024, 2025 large projects of green hydrogen production associated with renewable energies all across Europe. And I think I fully get your point, Hashem, and local production makes sense to get rid of this supply chain and the complexity of the supply chain. Decentralized production at larger scale or heavy infrastructure such as pipelines, we know are in the pipe. And we need to also invent at one point in this supply chain when we go, again, when we're talking about going step by step, when we get into a very large spread supply of hydrogen, we will need to invent, imagine, set up the supply chain to deliver from the pipeline to the station when we're talking about very large station. I think the green hydrogen is a key topic also, and how capable will we be to decentralize the green production of hydrogen next to renewables is going to be a key. And in France, we have a chance to have very low carbon energy mix. So if you plug on the grid, you're producing reasonably clean hydrogen. But the end goal for Hyvia is to have access to green hydrogen. And it needs to be it's something that we find very critical also for our customers. Not to feel like they're producing only water, but upstream the value chain, there is CO2 emission somewhere. And that's a question actually that's coming up. I'll leave the floor to Erwan first, if that's okay. It's a question that's coming up over whether we can actually get the green hydrogen to stations. What's your take? Yes, maybe that's a part of the answer. The regional level seems to be one of the most relevant levels to develop ecosystems. We have the example of Impulsion in the Aura region, so the Lyon, the Rhône Valley, where there is this Zero Emission Valley project. And in this framework, in an area which is very much impacted by local pollution through trucks, in particular through diesel trucks, there is this whole ecosystem with the region as a shareholder of a local company distributing hydrogen, and there is also local production through different, so decentralized production, if you like, with again hydro electricity nearby and other renewable sources nearby, and again a mix of public and private interests working together, with also the financing part, which we haven't mentioned yet, but it's also important to get people like Banque des Territoires on board, or the private investors. And we develop in this framework a mix of, as it was mentioned, industrial usages, but also transportation usages, sort of pooling all the resources and having access to renewable power. And one of the topics which will be interesting to see in the coming years in France will be the offshore wind projects and their impact on the supply of relatively cheap renewable energies. And we count on this, for example, for our projects in Brittany, on the coast, where again we work hand in hand with the local authorities and the industrial companies over there. Marie-Cécile, I know you wanted to step in just before. Si vous avez une dernière question à poser, n'hésitez pas, on va remettre le QR code. Voilà, vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions. Marie-Cécile, in French or in English, as you wish. In English then. Yeah. Hopefully not a third language, so just French or English, please. So it was just to speak about the production on site. Yeah. So I perfectly agree that it's very important to secure H2 production, and that's why in our model we are working on on-site production. So you have on-site production plus distribution.
So it's very key, and I forgot what I had to tell you, but it's going to come back. On-site production is key. And it's so it's very key, and yes, so that's why it's very important to aggregate and the different H2 consumption you can have, so that you can reach this critical size that enable you to have on-site production and reduce the cost. So it's important on a price point of view, but also to secure H2 production. Clearly. Absolument. Il y a une autre question qui est tombée que je trouve assez intéressante, et qui est ouverte un peu à toutes et tous sur ce panel. Quel est le coût d'une station standard, entre guillemets, avec conception et installation? Le kilogramme d'hydrogène est estimé à combien à la pompe? Je savais que vous vouliez commencer, allez-y. Non, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut parler à ma place. Non, mais donnez votre expérience, puis d'autres prendront la parole après. Je pense qu'ils ne voudront pas trop se mouiller. Bon, je vais vous donner des fourchettes. Le coût d'une station de 200-400 kg par jour, ça va coûter, juste en équipement, 1,2 million, 1,8 million, peut-être un petit peu plus. Et d'ailleurs, certains de ces chiffres sont publics, vous pourrez les chercher sur les sites américains. Là-bas, on a accès à toutes les demandes publiques, d'aide publique, vous aurez accès à toutes les informations si vous voulez. Donc, je vais essayer de pas trop de dévoiler de secrets. Mais à cela, il faut rajouter le génie civil. Donc, les stations avec des livraisons demandent beaucoup de CAPEX en termes de génie civil, en termes de connexion, en termes de place pour les trailers, etc. Donc, la plupart du temps, vous pouvez quasiment doubler le prix de la station. Donc, si elle vous a coûté 1 million, vous mettez 2 millions au total. Voilà. Grosso modo, c'est très très cher. Donc ça, c'est pour les petites stations. Les grosses stations poids lourds, aujourd'hui, si je vous donne les coûts de la station que j'ai mis, des stations que j'ai mis à Long Beach, vous allez sortir de la salle en courant. C'était des protos, c'était les toutes premières stations. Ça chiffre au-delà de 10 millions de dollars, bien au-delà de 10 millions de dollars la station, pour une tonne jour, sans production. Aujourd'hui, je pense qu'on sera plutôt entre 3 et 8 millions pour une tonne jour, installée, sans production. D'autres veulent répondre et donner leur fourchette. Ouais, et si vous voulez produire sur place, une tonne jour, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez 2 MW d'électrolyse. Donc voilà, le coût, c'est plus le même. Peut-être pour apporter un complément, en fait, je pense que le prix de la station dépend énormément de ce qu'on veut et de ce qu'on adapte par rapport aux clients. Nous, on est sur de la production sur site. Il y a un enjeu sur, évidemment, le choix du type d'électrolyseur qu'on veut. Il y a une question très forte sur le dimensionnement des stockages, puisque du dimensionnement des stockages dépendra le nombre de pleins que vous pouvez faire, la rapidité avec laquelle vous pourrez les faire, les enchaîner. Il y a un enjeu très fort sur la redondance. Quel type de fiabilité on attend? En fonction du terrain, effectivement, les coûts du génie civil peuvent être très différents, évidemment. Voilà, donc je pense que c'est compliqué de répondre à cette question. Voilà, moi je préfère vous donner des éléments pour voir ce qui peut varier d'une station à l'autre, avec évidemment un élément clé qui est ce qu'il y a de la production sur site ou pas, évidemment, voilà, ce qui est plutôt notre modèle. Voilà. En fait, ce qui est super important, c'est qu'il faut mettre une station de juste taille. Ça ne sert à rien de mettre des stations de 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes jour. Si c'est pour 2 poids lourds, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on a créé Anywhere, pour avoir des stations de juste taille. Donc les stations d'Anywhere sont bien en dessous d'1 million d'euros avec production on-site. Erwan d'abord, puis oui, juste, en fait, le principal a été dit, mais en complément et sur la base de l'expérience qu'on a sur le GNV, par exemple, depuis 25 ans, ou sur l'implantation de bornes électriques, on retrouve exactement les mêmes problématiques de génie civil, notamment les subventions. On ne l'a pas mentionné, mais évidemment, dans le coût d'un projet, ça peut aller jusqu'à 40%. Donc voilà, avec une approche un peu plus restrictive ces derniers temps, de l'ADEME notamment, qui peut bloquer certains petits projets. Et puis le positionnement, est-ce qu'effectivement on est sur du décentralisé pur, ou alors est-ce qu'on se raccroche à un gros projet industriel où là ça ne sera pas du tout les mêmes économiques, évidemment. Et puis ça a été mentionné, très important, les débouchés.
Si on a une flotte importante, effectivement, je crois que c'est plus compliqué sur des tout petits projets, avec des petites flottes. Mais si on a une flotte importante, et j'ai un exemple en tête très proche, c'est Dijon, où on va ouvrir donc une station d'ici la fin de l'année, et une deuxième phase d'ici 2025. L'objectif de la collectivité est très ambitieux, mais c'est là-dessus qu'il faut parier, avec 200 bus quand même, in fine. Là, ça donne une dimension complètement différente au projet, effectivement. Julien, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste réagir entièrement en ligne avec Hachem, mettre la station de juste taille. C'est un petit peu ce que je disais avant. On a créé une station avec notre partenaire Attaway entre 100 et 150 kilos dans un premier temps pour amorcer avec entre 20 et 30 véhicules autour de la station. Donc l'idée, c'est d'avoir un capex contenu et de pouvoir aller vite. Okay. J'ai une dernière question qui s'adresse peut-être à Marc Mortureux pour reprendre un petit peu de step back, comme on dit en bon français. L'État soutient-il suffisamment financièrement le déploiement des VUL H2 et quelle différence avec d'autres pays Union européenne? Est-ce que vous avez une lecture là-dessus? Puis d'autres pourront prendre la parole après, bien sûr. Les Allemands ont soutenu très très fortement avec une prise en charge à peu près à hauteur de 80% de l'écart de coût, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Ce que vous appelez vos vœux, par exemple? Alors aujourd'hui, le problème sur les VUL, c'est qu'on a les mêmes aides pour les VUL à batterie et pour les VUL hydrogène. Bon, ce qui peut en théorie se comprendre, sauf que si on en reste là, on va avoir beaucoup de mal à développer le marché. C'est pour ça, je le disais tout à l'heure, il nous faut absolument des aides assez spécifiques. Les volumes ne sont pas considérables, mais ça nous paraît absolument indispensable. Encore une fois, les logiques de solutions uniques, c'est toujours assez dangereux concrètement. Et c'est vrai que sur le plan environnemental, c'est quand même un problème pour certains types d'usages. Et pour ce qui est des véhicules lourds, pour le coup, on a une réglementation qui est en train d'être discutée, avec une baisse des émissions de CO2 de 90% d'ici à 2040. Pour les bus, c'est même potentiellement du zéro émission dès 2030. S'il n'y a pas d'accompagnement significatif, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, soit les collectivités vont réduire finalement le service public du transport collectif, ce qui n'est pas vraiment l'objectif, parce que clairement, c'est quand même sensiblement plus cher pour démarrer. Soit on ne va pas y arriver, et là, ça sera un vrai problème, y compris industriel, parce que si on prend la décision d'interdire tout ce qui n'est pas du zéro émission, mais qu'en même temps, on ne se donne pas les moyens de l'atteindre, globalement, on aura désarmé sur le plan industriel de tout ce qui sont les technologies thermiques, hybrides, etc. Et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'on est très conscient des contraintes qui existent sur la production d'hydrogène, on est très conscient sur le problème des demandes de soutien public dans tous les domaines. Mais nous, on considère vraiment dans la mobilité qu'on a quelques segments bien ciblés aujourd'hui qui sont cohérents. On a les investissements privés qui ont été engagés, ils sont là. On a quand même vraiment des atouts en France là-dessus, donc il faut y arriver. C'est vraiment important pour nous, et je pense quand même que voilà, la dynamique, elle est là. Simplement, en ce moment, il faudrait vraiment... Et ce que je ne sais pas, il n'y a pas eu de réponse vraiment sur le prix rendu de l'hydrogène distribué, parce que c'est évidemment un des points importants aussi de voir quelle visibilité on peut donner pour les transporteurs, pour les futurs clients, parce qu'il y a le prix aujourd'hui, et puis vers quoi on va. Et là, je trouve qu'on a encore beaucoup de données un peu contradictoires qu'on entend. Bertrand Lévy. Oui, c'est clair et c'est essentiel parce que nous, on l'a vu sur l'activité GNV où la crise en Ukraine a provoqué une augmentation des prix du gaz naturel. Et là, tout simplement, les transporteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un milieu où les marges sont très faibles, ils sont engagés sur le GNV, très bien. Augmentation des prix, on a arrêté les camions, on loue des diesels et on continue. Et ça, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça pour ne pas se retrouver avec tout un secteur, un pan de l'activité transport lourd sur le flanc. Oui, le VUL, c'est un secteur qui est cher à mon cœur. On est dans une situation assez cocasse aujourd'hui en France, où jusqu'au début de cette année, il y avait des aides importantes à l'achat pour les véhicules à hydrogène. Et au moment où une offre de véhicules arrive sur le marché, tirée soit dit en passant par 2 OEM français,
l'aide s'arrête. Et par contre, donc on a des systèmes d'aide importantes en Allemagne, on a des systèmes d'aide qui se mettent en place dans les Pays-Bas, qui sont assez en ligne avec celles d'Allemagne, c'est-à-dire 80% du delta coût entre un véhicule diesel et un véhicule hydrogène. Le but étant, bien évidemment, de pousser le déploiement. On doit se rendre compte qu'on doit décarboner. Et tous les usages ne seront pas adressables avec l'électrique. Et on a donc décarbonons les usages qui sont adressables par l'hydrogène avec de l'hydrogène. Et encourageons les utilisateurs à adopter la technologie. Encourageons aussi la filière française à rester forte. On a des champions tout le long de la chaîne de valeur sur la filière française de l'hydrogène. Et la pire des choses qui pourraient arriver, c'est d'oublier les usages et de se retrouver avec du bel hydrogène vert produit en France qu'on viendra mettre dans des réservoirs de véhicules produits en Chine. Merci Julien, c'était les mots de la fin. Donc avec ça, je vous invite à applaudir nos conférenciers. Merci beaucoup pour cette conversation très stimulante. Et je vous invite à rester pour un fireside chat, c'est-à-dire une conversation avec juste une autre personne, sur l'hydrogène et l'eau de mer qui aura lieu dans quelques minutes. Donc je vous invite à rester. Merci beaucoup.